Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine à InfoTémis. Retour sur 2017 avec le ministre Luc Blanchette, l'atelier Avec Papa c'est différent avec Tommy Cousineau et les reportages de la semaine sur les pirates de Ville-Marie. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à InfoTémis. L'année 2017 s'est terminée récemment et plusieurs organismes et compagnies font le point sur cette dernière année. Nous avons procédé à la même chose avec notre ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et élu député de la circonscription de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Luc Blanchette. Après son élection le 7 avril 2014, le ministre a mis en action plusieurs projets et a participé à d'autres en même temps. Il a aussi subi cette année un infarctus malheureux. Durant sa convalescence, il s'est rendu compte à quel point les gens tenaient à lui en lui envoyant des messages réconfortants. Nous l'avons accueilli en studio pour discuter du bilan 2017, mais aussi des projets 2018 ainsi que des élections prochaines. Voici l'entrevue. Nous sommes aujourd'hui en studio avec le ministre Luc Blanchette pour discuter un peu globalement de l'année 2017 et des projets qui ont été faits et aussi de l'année 2018 et ce qui s'en vient. Donc, pour commencer, est-ce qu'il serait possible d'entendre une description de Luc Blanchette par Luc Blanchette? Une description, en fait, peut-être pour mettre au courant les gens et les rassurer en même temps, j'ai fait à la limite d'un infarctus. Donc, je viens Et là, nos services de santé sont tellement bons. Okay. C'est arrivé, ça a duré 15 minutes. C'était tout simplement passé par le poignet. Toute l'opération, dans le cœur, on m'a mis un petit tuteur, puis c'était beau, je ne fais pas de cholestérol, etc. Mais là, je suis devenu le roi de la salade et le roi du gymnase, donc j'en profite. Et j'ai eu, puis je dois l'avouer, ma conjointe est venue me rejoindre à Québec une semaine, puis on a passé une autre semaine ici, l'obligation de dormir 2 semaines, ce qui était vraiment extraordinaire, mais beaucoup de messages d'amour et d'amitié. Donc, je tiens à apprécier tous les gens qui m'ont envoyé des petits messages. J'en ai eu un puis un autre. En fait, c'est près de 13 000. Donc, j'ai été vraiment très touché par ça. Ça l'a aidé, je dirais, à ma convalescence. Oui. Mais là, je tiens à rassurer les gens. Je me tiens en forme. J'ai changé certaines habitudes, puis j'invite les gens à faire de même. Là. Mais là, je suis vraiment d'attaque pour l'année 2018. Donc, Luc Blanchette par Luc Blanchette, c'est quelqu'un qui a vécu une année assez intense, un peu en raison de cela, mais aussi qui est beaucoup apprécié et qui l'a vu. Enfin, moi, j'ai reçu les messages d'amour et d'amitié. Je suis vraiment très content de ça. Bien oui, on est passé au travers. Et c'était une bonne année tout de même. Parce que, bon, le conflit si je m'en vais sur le plan politique, tout le conflit sur le bois d'œuvre. J'ai fait 4 missions aux États-Unis avec les collaborations avec le gouvernement fédéral, ma collègue Dominique Andelade du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation. C'est pas un dossier facile, mais c'est un dossier qui va bien du côté américain. Pas que les Américains changent leur position protectionniste, ça, ils la maintiennent, mais essentiellement, on a toute une mobilisation des syndicats, des municipalités, de l'industrie et du gouvernement. On fonctionne tout le monde ensemble pour avancer là-dedans. Fait que ce qui était une bonne nouvelle. Et hier est tombé un autre coup près. Il y a eu une mesure protectionniste sur le papier sur calendrier, une sur le bois d'œuvre et une troisième sur le papier non couché, ce qui est le papier journal ou le papier imprimé. Tembec n'est pas touché, c'est la bonne nouvelle. Par contre, Amos l'est. Donc, il faut comme composer avec ça. Mais essentiellement, comme pour le reste, on va être là avec les entreprises pour protéger les emplois, les familles, les régions, etc. On est là-dedans aussi.
Ça a généré beaucoup de travaux. Et oui, aussi sur le plan de la faune, parce que le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, là, les 2 F sont importants. Donc, sur la faune, là aussi, on a pris quelques décisions courageuses, notamment sur le poisson à pas. Il fallait le faire. L'Ontario n'est pas rendu là. On a le leadership au Canada là-dessus, mais l'Ontario va se donner des problèmes à long terme. Le fait qu'ils ne légifèrent pas pour resserrer les normes, ça va leur créer des problèmes. Les poissons à pas, c'est pas juste théorique, dans la mesure qu'on a fait des tests d'ADN à des points précis dans le fleuve Saint-Laurent et un peu dans la rivière des Outaouais à la hauteur d'Ottawa. Essentiellement, on a retenu des traces d'ADN de la carpe asiatique, ce qui est très inquiétant. Une carpe asiatique, ça dévore 3 fois son poids et donc ça peut gruger aussi les habitats des poissons, des frayères, etc. C'est pas une bonne nouvelle. Par ailleurs, quand les gens faisaient de la pêche, puis là, les pêcheurs vont se retrouver, tous les viviers, on a fait des analyses et 24 des viviers étaient contaminés par des organismes pathogènes. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a fini de notre vivier? On jette ça à l'eau, ce qui n'est pas une bonne idée. Non. Donc, en suspendant l'utilisation des poissons à pas vivants, on est plus en contrôle là-dessus. Oui. Les gens ne sont pas tous contents, mais la bonne nouvelle, c'est que pour la période hivernale, on a rendu gratuit les permis. Donc, on n'a pas besoin de permis pour la pêche blanche, ce qui est tout à fait apprécié par les amateurs. Et le reste, on a un projet de loi 161 qui devrait faire le tour aussi. Qu'est-ce que c'est, la loi 61? Bien, le projet de loi 161, c'est que, et c'est à ma demande, il y avait tout ce qui s'appelle braconnage auprès des agents de protection de la faune. Les gens montaient leur dossier, ça allait en cours, c'est-à-dire en enquête, en cours, etc. Ça prenait un temps fou. Et en bout de ligne, il y avait des petites amendes. OK. Là, le projet de loi va resserrer ça. On va être plus sévère. On va augmenter la plupart des amendes. Et ce qui va aussi donner des délais de prescription pour les temps d'enquête, parce que des fois, les enquêtes sont bloquées, finissent par revenir, etc. Donc, on va se donner plus de prise. On veut aussi mieux protéger les habitats fauniques, au sens qu'il y a déjà des habitudes de compensation qui se font. On va les institutionnaliser, c'est-à-dire en faisant un projet de loi puis des règlements. Il ne faut pas inquiéter les gens. C'est vraiment, on applique dans le fond ce qu'on faisait un petit peu déjà lorsqu'il y a des projets majeurs en forêt ou en faune, ou etc. Donc, on va faire ça. Et l'autre chose, c'était vraiment de regarder une modernisation de notre loi. OK. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça l'a changé. Aujourd'hui, il y a des drones. Oui. On peut faire du rabattage par hélicoptère d'animaux, de gros gibier. Oh. On peut faire des instruments, des fusils, mais avec des pointeurs, des viseurs de nuit. Il n'y a rien qu'on peut pas... Oui, mais ça fait en sorte que ces nouveaux équipements-là, on n'est pas équipés en termes de loi. Oui. Et quand on arrivait dans des poursuites judiciaires, là, comme on n'était pas précis sur le plan des définitions, on perdait nos causes. Ce qui fait que là, le troisième volet, c'est vraiment ce qu'on appelle modernisation pour toute la mise à jour de tout ce qui va se faire. Et dans le fond, les chasseurs, les pêcheurs vont apprécier ça parce qu'on empêche de tricher. Oui. Avec des viseurs de nuit, là, ou le braconnage. En tout cas, c'est beaucoup ça là, qui est interpellé. Donc, on va moderniser une loi. Puis c'est le projet de loi 161. D'ailleurs, ça a été ma dernière journée de convalescence. Je suis sorti de ma convalescence pour aller déposer mon projet de loi le dernier vendredi de la session. Ça aussi, ça a été vraiment sympathique parce que le président de l'Assemblée nationale, Jacques Chagnon, a fait une blague. Il dit, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs dépose un projet de conservation. On aimerait qu'il se conserve lui-même. Un jeu de mots parfait. Mais j'ai eu droit à une belle ovation. J'ai été très touché, encore une fois, autant par les gens du gouvernement que par les gens de l'opposition. C'était très touchant. J'ai eu beaucoup de remarques de reconnaissance à travers toute ma convalescence. Fait que c'était un gros projet de loi et on aura ça acheminé d'ici le printemps, parce que c'est notre dernière session. On s'en va en élection en octobre 2018. Donc, il faut être bien prêt. Puis on devrait faire beaucoup de travail terrain. Et là, je le dis de façon un peu amicale, mais on a même réservé au Fort Témiscamingue pour faire du camping puis être proche de notre monde pendant toute la période estivale. Oui. On va retourner à faire du camping comme on l'avait déjà fait dans le temps. Un autre projet qui est en production, c'est l'agrandissement de l'aérogare à Rouyn-Noranda. Oui. Où est-ce qu'on en est rendu? Comment ça se passe? Les travaux ont commencé. Tout ce qui fait arpentage,
l'inventaire est déjà fait, il y a des choses. C'est beaucoup stationnement, c'est bâtiments. Donc, on va avoir des infrastructures temporaires qui vont être construites parce qu'on ne peut pas arrêter. Vous savez que l'aéroport de Rouyn-Noranda, c'est le 3e aéroport le plus important du Québec, après Montréal et Québec. OK. Parce que les distances sont importantes. Oui. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est tout de même à proximité, est à 2 heures, 2 heures et quart, dépendamment de l'endroit qu'on se situe de Québec. Donc, c'est vraiment Rouyn-Noranda qui est en termes passagers. 60 de toute cette clientèle s'en va vers le nord. Fait qu'on va construire un aérogare temporaire pour une période, c'est un projet de 3 ans, mais tous les financements sont tous attachés. OK. Les travaux sont débutés. On voit les contracteurs qui sont déjà sur place, donc ils vont faire les infrastructures, ce qu'on appelle les servitudes, aqueduc, égout, électricité, etc. Tout ça va grossir. Stationnement plus moderne que la façon qu'on avait de fonctionner. Fait que ça, c'est un projet que la ville de Rouyn-Noranda et la région vont pouvoir bénéficier. Parce que les gens du Témiscamingue, oui, l'aéroport de Gig pour les cas d'urgence, puis on en est tout à fait conscient, là. Si j'avais fait un infarctus ou peu importe, les gens qui font un infarctus ici, c'est l'avion ambulance qui peut atterrir. Donc, c'est tout de même vraiment une infrastructure importante. Et celle de Rouen va être en modernisation pour se donner quelque chose pour affronter le futur. Vous savez qu'à Rouen, pour desservir soit Hydro-Québec, soit Goldcorp ou soit Radlen, ça part de Rouen. Et à Val-d'Or aussi, ils ont leur propre, ils s'en vont au Nunavut. Donc, Nunavut pour le territoire du Nord-Ouest, pour le projet Méliadine, Aramouk, Amarouk plutôt, et ou encore Canadian Royalties, qui n'est pas loin de Radlen non plus. OK. Fait que ça veut dire que c'est de la main-d'œuvre, c'est des sous-traitants qui montent là-bas. C'est beaucoup de développement économique quand on encourage de telles infrastructures. Donc, c'est vraiment important. Oui, oui, c'est essentiel. Et aussi, on a le projet du parc au Pémican qui s'en vient tranquillement. Donc, pour l'instant, on a une ouverture partielle peut-être cet été. Oui. Et où est-ce qu'on en est rendu là-dessus? C'est vraiment le bon terme. C'est une bonne ouverture partielle. On est content. On va voir l'évolution de ça. Ça va tout de même, à terme, créer 25 emplois. Les gens... 30 des gens qui voyagent à travers le réseau de la CEPAC le voyagent par réseau, donc se promènent en cochant les différentes sources. Et le parc au Pémican, c'est un bijou. Ouais. Et les gens, il faut qu'ils soient conscients que sur les nouveaux 10 là, il y a une photo du parc au Pémican là-dedans. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est enfin reconnu. Et on sont en train de faire les développements. Donc, il y aura des infrastructures routières, les emplacements, etc. Il y aura tout de même beaucoup de choses de fait. Il y a eu toute la décontamination qui est en voie d'être faite. Donc, c'est un dossier qui chemine très, très bien et qui, à terme, on pense en 2019, devrait être totalement complété. Pour le moment, on est dans les temps. Oui, mais moi, j'insistais parce que les gens, tant qu'ils ne voient pas, ils ont tout un petit côté Thomas. Donc, il faut qu'ils voient pour croire. Et c'est pour ça qu'on fait une ouverture partielle, de dire, regardez, là, les travaux semblent... Oh, ça va être beau, etc. Fait que j'ai bien hâte à ce moment-là parce qu'on a travaillé fort pour mettre de l'avant ce projet-là. Et si on parlait un peu des taxes scolaires, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Allons-y plus globalement. Sur le plan de l'éducation, bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a fait une réforme et il y a eu tellement de critiques à l'effet que les taxes scolaires avaient augmenté que pour chacune des régions, on a demandé à la commission, on a analysé la commission scolaire qui chargeait les taxes scolaires les plus faibles. En Abitibi-Témiscamingue, c'est la commission scolaire Western Québec et c'est le taux que toutes les autres devront ramener. Ce qui représente une baisse de taxes scolaires pour la commission scolaire de Lac-Témiscamingue. Écoutez, c'est de 248 là. Donc, c'est tout de même pas banal. Les gens vont payer leur taxe scolaire, mais diminuer de 248. Ça va s'en aller à la commission scolaire à Lac-Témiscamingue, mais ça sera avec le taux. Ça, c'est la première bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, puis là, les gens du Témiscamingue, les intervenants, la préfète, la commission scolaire à Lac-Témiscamingue avec son directeur général, Éric Larivière, il y a un projet très structurant qu'on appelle les cartes de formation professionnelle et on veut bien les soutenir là-dedans. Oui. C'est vraiment un projet, c'est l'avenir du Témiscamingue qui passe par là. C'est une décision, parce que sur le plan administratif, malheureusement, les gens du ministère vont toujours dire non. Fait qu'on est beaucoup en collaboration avec le ministre pour faire aboutir ça. C'est un projet des plus structurants. Malheureusement, on n'a pas encore de décision là-dedans, mais on y travaille fort. Okay. On travaille fort, puis on est en étroite collaboration, en partenariat. C'est unanime. On sait que c'est même dans le plan stratégique du Témiscamingue. Oui. Donc, on veut et on insiste beaucoup pour faire cheminer ce dossier-là de façon à avoir une décision positive. Là, mais au moment qu'on se parle, il n'y a rien de fait parce que ce n'est pas une décision facile à prendre. C'est des investissements. On parle entre 10 et 15 millions. Donc, on est là-dedans et on espère faire aboutir les choses.
il y a quelque chose qu'on a fait, j'ai pas eu le temps de revenir ici pour l'annoncer, mais c'est la formation duale que la Commission scolaire Lac-Témiscamingue a obtenue. La formation duale en production animale. OK. Ça veut donc dire que les gens vont suivre 50 je dis les choses à peu près, là, 50 en théorie, puis 50 sur le terrain dans une ferme. OK. Les gens, les étudiants et étudiantes, choisissent un agriculteur dans lequel ils vont faire leur stage de 50 des heures. Et ça peut être production bovine, laitière, porcine, ovine, peu importe, c'est à eux à choisir. Wow. Mais la formation de base théorique est la même pour tout le monde. OK. Donc, et quand les gens vont aller travailler après ça, bien, ça risque de faire, je dirais, un bon recrutement. Les gens vont pouvoir non seulement faire le stage dans le même endroit, mais aussi y travailler par la suite. C'est le but visé. Et sur cette formation duale-là, bien, ça vient, oui, du Témiscamingue, mais aussi de la MRC d'Abitibi-Ouest, de la MRC Abitibi, donc de La Sarre et d'Amos. Et ça vient suivre la formation théorique, mais la pratique va se faire dans leur terrain. Fait que c'est une belle petite mesure. C'est un peu inspiré des Allemands, ce qu'on appelle la formation duale. Ouais. Et c'est très populaire. Et nous, c'était un des premiers projets au Québec. Et c'était le seul en Abitibi-Témiscamingue. Et c'était de la production animale. On est très contents de ça. Fait que sur le plan de l'éducation, c'est un secteur vraiment très important, très porteur pour notre région. On a besoin de main-d'œuvre. Oui, en plus. C'est ça. C'est critique. Donc, l'année 2017 aussi, c'est l'année où il y a eu les élections pour de nouveaux maires, mairesses, conseillers, conseillères. Est-ce que vous avez en vue peut-être une collaboration avec les maires et mairesses de quelques secteurs? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe sur ce plan-là? J'ai félicité la mairesse, la Bolduc, comme tout le monde, mais on a eu une rencontre, un dîner. Elle m'a donné un peu ses priorités. Je lui ai demandé, solliciter une première rencontre avec l'ensemble de la table des maires. Je le faisais à l'époque de Arnaud Varolin, l'ancien préfet, et là, je veux le refaire. C'est toujours important. Et c'est dans mon intention aussi de faire l'ensemble des conseils municipaux lorsque ça donne. On a fait celui de Ville-Marie, il y avait plusieurs conseillers, plus le nouveau maire. Donc, on va faire le tour juste pour bien camper le rôle de chacun. Il y a des dossiers qui sont d'ordre municipaux, il y a d'autres dossiers qui sont d'ordre provinciaux, puis il y a des dossiers qui sont un peu communs. Donc, juste à bien apprendre à bien travailler ensemble. Je n'ai pas rencontré la municipalité, c'est-à-dire la ville de Rouyn-Noranda, qui est une MRC, une ville, mais ça va faire partie aussi des choses qu'on va faire. Et cet après-midi, on rencontre pour une première fois les conseillers municipaux aussi et le maire pour la ville de Lorrainville. OK. Donc, on fait notre tournée paroissiale, appelons ça comme ça, mais ça vaut la peine parce qu'il y a parfois des projets, c'est toujours important, hein, ça touche, ça peut toucher au réseau d'égouts, d'aqueducs, etc. Mais ça peut, comme dans le cas d'Andlier, c'est de l'eau, puis ça, on ne lâche pas le morceau, on est là-dessus. Donc, il y a toujours des projets qui cheminent. On a rencontré le maire et la mairesse la Verlochère et Andlier qui ont un projet de fusion. Oui. Donc, c'est des préoccupations qu'on a. On chemine ensemble. Puis je pense que ça va toujours super bien. Là. Les gens sont d'une belle collaboration, effectivement. Fait que oui, mon intention, c'est de faire le tour des principales municipalités. On a été à Témiscamingue-Sud, rencontrer le nouveau conseil, c'est-à-dire le nouveau maire avec 4 conseillers. OK. Là aussi, c'était fait. Donc, on va faire le tour. on va faire le tour pour voir les projets en commun qu'on peut avoir, puis un peu donner nos attentes respectives à chacun. Vous avez mentionné Arnaud Varolin, Oui. qui, dans le fond, une nouvelle qui a fait beaucoup jaser les Témiscamingues et Témiscamiennes, qui est maintenant votre chef de bureau de comté, Oui, si je me trompe, et conseiller politique. oui. Donc, comment se passe pour l'instant cette collaboration? J'ai toujours apprécié la collaboration de Arnaud à l'époque. Ça a toujours été fait avec beaucoup de rigueur et d'intelligence et de complicité. Et là, quand j'ai vu qu'il quittait la MRC, je dis « Arnaud, c'est quoi tes projets? » Il dit « J'en ai pas. » Là, j'ai offert, j'ai dit « Écoute, je te l'offre, là, si jamais ça t'intéresse, pense-y, parce que c'est un engagement. Oui. Si jamais tu veux te joindre à l'équipe, ça me ferait plaisir de t'avoir. Moi, je savais que je m'en allais en campagne électorale. Et là, Arnaud s'est reculé, on a parlé à sa conjointe, il est revenu. « Oui, ça m'intéresse. » Finalement, on a fait de la place, puis on a réorganisé le bureau. Ça sera une année électorale. Donc, la richesse des contacts, la gentillesse de Arnaud va certainement nous aider dans cette campagne-là à se rapprocher du monde, parce que ce sera une campagne essentiellement terrain.
On est tout à fait conscient des les campagnes. Hein, il y a comme des vents de changement, puis c'est correct, là, c'est très légitime. À Montréal, ça s'est fait, à plusieurs endroits, à Rouen, la même chose. Donc, on veut vraiment faire quelque chose. Je pense que la population souhaite voir plus leurs élus. Il y a une imputabilité qui peut se faire là. Et oui, on a l'intention de faire un travail très terrain. Okay. Et Arnaud va être d'une grande aide là-dedans. Fait que, donc, on travaille, puis on a de bons dossiers ensemble. Puis honnêtement, les dossiers aboutissent. Là. Arnaud, c'est tout de même quelqu'un de... C'est un bon travaillant, un bon travailleur. Fait que ça compte pas ses heures. Et c'est ce que j'ai besoin dans ce genre de bureau de comté-là. Donc, ça a l'air de bien aller pour le moment. C'est parfait. Puis, sinon, autre projet, on a aussi l'agrandissement de l'hôpital de Ville-Marie. Oui. Qui, dans le fond, c'est vous qui avez fait l'annonce. Oui. Donc, comment ça s'est passé à peu près le processus du début jusqu'à l'annonce officielle? Bon, ça fait au-delà de 20 ans qu'on en parle. Moi, je vais être reconnu comme étant le député qui livre et je m'aperçois que le titre de ministre n'est pas inutile là-dedans. Ce dossier-là a pris tellement de temps que les normes en sécurité, en santé, en hygiène, en façon des processus cliniques ont tellement changé que les coûts ont fait passer le projet de 30 à 39 millions. Wow. C'est des bonnes enveloppes. Tout ça a été révisé et il a fallu retourner au Conseil du Trésor pour faire autoriser. En fait, Gaétan Barrette, comme ministre responsable, en avait pour au-delà de 5 milliards. De demandes, mais il y avait un budget de 1,5 milliard de dollars. Le projet du Témiscamingue, du Centre de santé Sainte-Famille, a été priorisé. Ça fait vraiment partie de ça. Donc, il y aura du nouveau bâtiment, il y aura des agrandissements, il y aura une révision du processus, de la façon qu'on pourrait fonctionner. Écoutez, ça va être essentiel. On revoit la dialyse, le bloc opératoire, beaucoup de choses qui changent. Et essentiellement, ça sera stérilisation. Toutes les choses seront mises aux normes et on aura un des plus beaux établissements en fonction des plus modernes avec les meilleurs équipements. Parce que là, je parle juste de la bâtisse, mais il y aura des équipements à l'interne aussi qui viennent avec ça et qui feront en sorte qu'on aura un établissement à la fine pointe. Et j'en suis très fier. Là, les appels d'offres qu'on a lancés avant les fêtes, c'est lancé auprès des contracteurs. Les contracteurs ont jusqu'au mois d'avril dans ces eaux-là pour faire ça. Okay. Et après ça, après la période de dégel, on espère que ça commence. On ne sait jamais, il peut y avoir toutes sortes d'imprévus, mais tout est mis en branle pour qu'il y ait une construction pendant la période estivale qui va se poursuivre toutefois à l'hiver. Mais essentiellement, l'important, c'est de faire la coquille et maintenir les activités tout en faisant les constructions. Donc, il y a des défis là à l'interne qui ne sont pas si simples que ça. C'est vrai. Un autre dossier aussi que vous annoncez jeudi, dans le fond, c'est à Moffett. Oui. Vous avez dans le fond, c'est le projet du pont Grass Narrow. Oui. Ça, c'est un beau projet. Et je rassure l'ensemble de la population de Moffett ou des alentours, c'est à coût zéro. Okay. On va prendre le 100 de la facture. La déconstruction, le démantèlement va se faire en 2019 parce qu'en 2018, ça sera toutes les analyses environnementales. Okay. Il y a beaucoup de frayères, donc il ne faut pas saccager ça. Comme le bois a été brûlé, donc c'est, je dirais que c'est acide. Je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais essentiellement, les gens de l'environnement veulent faire toutes les analyses voulues, ce qui va se faire à la période estivale. Et il y aura un démantèlement qui se fera. Fait que pour les gens qui voisinent ça, là, parce qu'on était sur le terrain, là, non, c'est pas drôle, là, c'est pas beau, là, c'est pas jojo, là, on voit les vestiges qui restent et vraiment, ça peut être dangereux. Donc, il y aura un démantèlement complet, mais ce sera aux frais du ministère des Transports. Okay. On en est très content, l'équipe a bien travaillé là-dessus. Mon ancien conseiller politique, Philippe Doherty, a très bien travaillé. C'était un beau dossier qui était bien mené. Un autre tant mieux. Oui, un autre tant mieux, oui. Pour conclure un peu l'entrevue, on est maintenant en 2018, qui est aussi une année d'élection pour vous. Donc, en octobre, ça risque de changer ou pas. Donc, comment ça se passe là-dessus? Vous êtes en train de vous préparer. Ça va bien? Avez-vous un slogan déjà? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. Écoutez, on est tout à fait conscient. Il n'y aura pas de vacances dans la période estivale. On s'entend là-dessus. On va faire du travail de terrain.
Écoutez, moi, c'est la population qui va décider, c'est ça la démocratie. Maintenant, il y aura déjà 3 candidats qui sont connus, celui de la CAQ, celui du Parti québécois. Il y a Québec solidaire, on n'est pas sûr encore si Guy Leclerc se représente ou non. On va leur laisser ça. C'est jamais nous qui décidons des candidatures. Mais essentiellement, le travail va se faire. On sera beaucoup plus présent. On va faire du travail terrain. Moi, je vais poursuivre ce que j'ai toujours fait et je vais être reconnu comme étant celui qui a livré. Donc, oui, il y a beaucoup de dossiers, il y a beaucoup de projets. On les travaille en partenariat, on les travaille en toute écoute. On fait beaucoup de rencontres avec les organismes et les entreprises parce que souvent, il faut créer des emplois en même temps pour solidifier l'économie. Donc, ça veut dire agriculture, forêt notamment, mais aussi tout le secteur commercial. Je donne juste un exemple. Le fameux 15 là, parce que ça va être un enjeu dans lequel les fédérations syndicales ont dit qu'ils s'engageraient. Mais le 15 c'est beaucoup les restaurations, les commerces de détail et l'hébergement. Et s'il fallait mettre ça à 15 il se pourrait qu'il y ait des petites entreprises. Et petites, là, ça veut dire tu es un propriétaire unique ou deux. Ça veut dire que là, si on augmente de 3 de l'heure, ça se peut que les gens, qu'il n'y ait plus de rentabilité nécessairement. Fait que pour les milieux comme le Témiscamingue ou pour Rouyn-Noranda ou en Abitibi, Témiscamingue, juste demander 15 ça paraît très noble pour les gens qui font 50, 60, 15 000, mais dans les faits, ça peut avoir plus d'impact. Donc, il va falloir répondre à ça, de dire, il y a une inquiétude à avoir et il faut prendre des bonnes décisions. Nous, on a toujours agi de façon responsable. Les gens ont fait des allusions par rapport à la santé. « Ah, c'était dur, la santé. » Il y a un vieillissement démographique qui se fait et on sait que 70 de vos dépenses de santé, comme de les miennes, vont se faire dans nos 3 dernières années de notre vie. OK. Et ça veut dire qu'il y a un alourdissement qui se fait beaucoup sur le plan des coûts de la santé. Donc, tout ce qui s'appelle services sociaux, il faut encore plus investir là-dedans. Mais les taux de croissance sont de 6 on réinjecte 3,5 parce qu'on est rendu notamment à 50 de toutes les dépenses du gouvernement du Québec sont en santé et services sociaux. Donc, il faut mettre la pédale douce là-dessus. Et on aura à défendre un gouvernement en ayant aussi des perspectives de Québec branché, etc. Oui. Tout récemment, je tiens à le mentionner, Duhamel-Ouest, Moffett, Réminier ont été branchés. Okay. Ça, c'est la phase 2. Il y aura une phase 3, phase 4. La phase 2, on a injecté comme gouvernement du Québec 100 millions. Le gouvernement fédéral a mis 100 millions. On vient d'annoncer qu'on ajoutait 300 millions. On est en train de négocier avec le fédéral un autre 300 millions. Okay. Ça sera plus d'1 milliard, tous les travaux de brancher tout le monde. Et si je reprends l'expression, elle vient de Pierre Corbeil, l'ex-ministre, mais maintenant le maire de Val-d'Or, qui disait, c'est brancher la ruralité, c'est aussi important que l'électrification de la ruralité. Donc, on n'a pas le choix, il faut se rendre là et on va s'assurer que la fibre optique haute vitesse soit partout. C'est une question de qualité de vie. C'était aussi important dans l'est du Témiscamingue que dans le sud, que dans le nord, qu'au centre. C'est vraiment très stratégique. Fait qu'on a tout de même des projets très porteurs là-dedans et c'est ça vers quoi que les promesses électorales, d'ailleurs, sur l'ensemble de la campagne électorale, la dernière qu'on a faite, on a réalisé à 90 tout ce qu'on a mis de l'avant. Donc, ça sera à suivre. C'est pas juste les gens parlent, ils font des promesses, etc. Ouais. Mais c'est pas tout de faire des promesses, il faut aussi les assumer. Donc, il faut être responsable. Oui. Et c'est là-dedans qu'on a décidé de l'être. On l'est déjà en industrie forestière, on le sera en agriculture, on le sera en santé, on le sera en éducation. Tous les secteurs, dans le fond, assez modernes, dont celui d'infrastructure, notamment sur le côté branché là, par la fibre optique. Est-ce que, pour terminer, vous avez peut-être un petit message à dire aux futurs... aux personnes qui vont voter? Est-ce que vous voulez peut-être vous adresser à eux? C'est trop tôt. On va les rencontrer d'abord. Ils pourront venir me donner leurs commentaires. Mais essentiellement, la réception est toujours très bonne. Bien sûr, il y a toujours des gens qui critiquent, mais il y a beaucoup plus de monde qui nous donne des tapes dans le dos, surtout par le temps qui court. Enfin, moi, les messages d'amitié et d'amour auxquels j'ai fait référence étaient tout de même bons. Maintenant, c'est la démocratie. On va faire ça de façon très propre, de façon très débat d'idées, débat de projets. On va regarder les choses, tout en étant réaliste. Hein? Ça ne donnera rien, puis il n'y en aura plus de... Maintenant, il y a des instances pour contrôler l'ensemble des promesses électorales. Donc, les espèces de promesses sans budget, là, comme ça s'est déjà fait, notamment au Parti québécois, ça, on veut éviter ça à tout prix.
On va être très responsable. On a des marges de manœuvre, mais essentiellement, on va maintenir les équilibres budgétaires pour les prochaines années. C'est dans notre intention de notre gouvernement. Merci beaucoup d'être venu me rencontrer Merci. aujourd'hui. Ça fait plaisir. Bonne continuité pour la suite. Merci. Merci. Prochaine. Des ateliers d'activités papa-enfant sont en période d'inscription présentement. Des ateliers un samedi sur 2 pour passer du temps de qualité entre leur papa et leurs enfants. En collaboration avec la municipalité de Saint-Bruno-de-Guigues, Tommy Cousineau, qui travaille chez Groupe Images, Ressources pour Hommes, est venu nous parler des ateliers et de leur but en région. Rappelons que le Groupe Images est depuis 1994 un regroupement d'aide experts, des services répondant aux besoins de la clientèle masculine. Grâce à des intervenants de qualité, ils sont une ressource pour les hommes en détresse. Ils ont des services d'hébergement, des services d'écoute, d'aide et plusieurs autres. Les ateliers avec Papa, c'est différent est présentement en période d'inscription et les places sont limitées. Nous avons invité Tommy Cousineau à nous parler davantage du contenu de ces ateliers et de leurs objectifs. Voici l'entrevue. Aujourd'hui, nous nous trouvons en entrevue avec M. Tommy Cousineau du Groupe Images pour discuter d'un projet mis en place qui s'appelle « Avec Papa, c'est différent ». Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet de ce projet, de cet atelier, on aimerait discuter un peu plus sur vous. Qui est Tommy Cousineau et quel est ton rôle là-dedans? Et donc, Tommy Cousineau, je suis directeur général du Groupe Images, une ressource d'aide pour les hommes et les pères en difficulté. Et puis, mon rôle là-dedans, c'est oui, je vais être à l'intérieur des ateliers-là un papa impliqué, donc je vais aller là aussi avec mes enfants pour vivre l'expérience au sein, bien qu'on en parle tantôt, là, vous allez voir un peu comment c'est le concept. Mais oui, directeur général depuis tout près de 8 ans, la ressource a développé, on a développé plein de services, dont le volet qui est plus papa, donc on offre des services d'hébergement pour les pères avec enfants au sein de notre organisme. Et de plus, on offre aussi une promotion de la paternité, donc c'est donc important, un papa auprès de son enfant. Et c'est dans cette optique-là, dans le fond, qu'on a développé ces ateliers-là. Donc, Groupe Images, c'est vraiment un groupe de soutien pour les papas, les hommes avec des enfants. C'est ça. Donc, puis tu sais, on a été selon le besoin, veux pas. Moi, au début, quand on a développé l'organisme, je me souviendrai toujours de mon directeur général à l'époque, parce que j'étais intervenant, puis il dit toi, je t'offre une belle maison, puis tu vas aider les hommes au Témiscamingue. C'est un peu de la manière qu'on a parti, puis j'ai répondu aux besoins. J'ai eu un gars qui est venu chez nous, qui a eu besoin d'hébergement. Je dis chez nous, là, mais au Groupe Images, je suis bien attaché à cette maison-là, je veux pas, j'ai travaillé fort à la développer. Et puis, un jour, un père qui est venu, puis qui m'a dit écoute, Tommy, tu peux-tu m'héberger avec mes enfants? Là, j'ai fait OK, il y a un besoin à ce niveau-là. Fait que comment que je peux faire pour réussir à lui répondre? Il a fallu que je le refuse, ce père-là, mais je me suis dit, c'est le dernier père que je vais refuser. Fait que j'ai adapté la maison qu'on puisse héberger des pères avec enfants aussi. Donc, il y a des papas qui viennent chez nous, ont accès à leurs enfants. Il y en a qui les ont une fin de semaine sur 2. J'ai des papas qui sont venus en hébergement aussi, qui les ont à temps complet. Donc, ça met de la vie à la maison, des enfants qui se promènent un peu partout. Oui. Et ça fait combien de temps environ que le Groupe Images existe? C'est depuis 92. On a eu beaucoup d'évolutions. Donc, on a eu le centre de thérapie à Saint-Eugène-de-Guigues, là, qui était le centre de thérapie au lac Cameron, là, dans ces coins-là, le Petit Paradis qu'il appelait. Et puis, le centre de thérapie a fermé ses portes là, en 2011. Moi, je suis arrivé en 2010 avec le Groupe Images. Puis, l'essence du Groupe Images, à la base, au début, c'était beaucoup de l'aide pour hommes. Et puis, on est revenu comme aux sources. Et puis, le gouvernement était très, très, très ouvert aussi à injecter des nouvelles sommes pour les hommes. Donc, c'est tout à fait nouveau. D'ailleurs, dernièrement, la Maison Guygen a obtenu enfin son premier financement. Donc, ça fait depuis 2013 que je l'ai développé. Mais on était comme une petite bébite là, qui était pour le gouvernement nouveau. Donc, ils ont reconnu notre expertise. Fait qu'on est quand même, à cette heure, amené à être capable de pouvoir développer nos services. Donc, maintenant, si on parle un peu plus, qui est un service maintenant aussi, le projet de l'atelier avec Papa, c'est différent. Qu'est-ce que c'est exactement? Et, écoute, les ateliers avec Papa, c'est différent. C'est tout simple. C'est des papas qui viennent s'amuser avec leur enfant un samedi sur 2 dès le 3 février prochain. Les pères, parce que, tu sais, on a été chercher cette expertise-là dans le coin de Bécomo. Ça va faire partie des services de la Maison Guygen, veut pas. On va... chaque Maison Guygen à travers le Québec, parce que je ne suis pas la seule. Il y en a 8 en démarrage et 4 qui sont en ce moment en action. Et puis, les 4 qui sont en action offrent ce service-là, qui est des ateliers pères avec enfants. Qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de ces ateliers-là? Dans le fond, c'est que des pères viennent un samedi sur 2 de 10h à midi. Ça va se dérouler à Saint-Bruno-de-Guigues, dans le gymnase. D'ailleurs, une bonne collaboration de la municipalité de Saint-Bruno-de-Guigues qui nous ont permis d'avoir le gymnase tout à fait gratuitement.
Puis, qu'on va faire ça, c'est que les pères, ils ont des séances de jeu avec les enfants, donner une petite idée. Là, les premières ateliers, c'est un exercice de bataille et de chatouille. Donc, on n'a pas besoin de tant de matériel que ça pour s'amuser avec son enfant. Puis, le père apprend à réussir à connaître les limites de son enfant, apprend à jouer avec son enfant. On ne dit pas que les pères qui vont venir à des ateliers ne sont pas compétents, c'est nullement ça. Les pères qui ont vécu l'expérience ailleurs nous disent « Moi, je suis venu m'amuser, puis c'était vraiment plaisant, puis j'ai pris confiance à la maison davantage à réussir à jouer avec mon enfant. » Donc, les ateliers sont vraiment basés sur ça, le plaisir, et puis nous, on est là, dans le fond, en support pour aider à ce que les ateliers se passent bien. Là. L'origine de l'idée de ces ateliers-là, est-ce que c'est vous? D'où est-ce que ça vient? Ça vient d'un CLSC dans le coin de Québec. Okay. C'était vraiment conçu pour des papas vulnérables. Dans le fond, c'est que le concept des ateliers, c'est basé sur le lien d'activation. Là, je ne veux pas perdre les gens, mais on parle de lien d'attachement souvent avec leur enfant. Ça, les gens sont assez familiers. Puis quand on s'arrêtait à ça, le lien d'attachement, pour les papas, c'était difficile à voir. Parce que, tu sais, il y a eu des études qui se sont faites où c'est que l'enfant, on avait de la misère à coller ça au papa. Et puis, il y a eu d'autres études qui se sont faites qui parlent de plus de lien d'activation. Okay. Le lien d'activation, c'est par le jeu. L'enfant développe l'attachement avec son papa par le jeu. Donc, c'est de cette optique-là que c'est parti. Puis, justement, le CLSC de Québec, quand il a développé ce service-là, était pour les papas vulnérables qui avaient des problèmes d'attachement avec son enfant. Puis, de fil en aiguille, une ressource maison Oxygène dans le coin de Bécomo, justement, a pris ce programme-là et puis a ouvert ça plus qu'à des papas vulnérables parce qu'on trouvait que c'était intéressant de voir un papa que ça va super bien avec son enfant puis qu'un papa peut-être qui a des choses à travailler avec son enfant puisse voir les interactions. Dans le fond, on appelle ça du modeling. Tu sais, on a un père qui va bien puis un père qui a des choses à travailler sur une activité en particulier. Donc, il observe. Fait que c'est pas nous, l'intervenant, qui agissons. C'est vraiment en observation là, que les pères le voient. Donc, c'est de fil en aiguille. Puis le programme s'est élargi. À Québec, c'est beaucoup le 12-36 mois. Là, on est rendu dans le 0-5 ans et leur fratrie. La fratrie, ça veut dire que, exemple, un père qui a 3 à 4 enfants peut venir aussi à cette activité-là, s'amuser avec leurs enfants. C'est conçu pour ça. C'est sûr et certain, quand on monte dans le 8-9 ans, peut-être les activités sont un petit peu moins adaptées, mais tu sais, on pourrait avoir un père avec un enfant de 6 mois, un enfant de 4 ans, on s'ajuste en lien avec ça. Puis les ateliers sont tous bien montés pour qu'on puisse vivre des belles expériences. On parle de rallye en forêt, rallye hivernal. Tu sais, c'est quelque chose de super chouette. Puis pourquoi qu'on a pensé une fin de semaine sur deux, c'est que souvent les pères, ceux et celles qui ont la garde partagée, peuvent peut-être s'arrimer à venir assister à ces ateliers-là le samedi matin. Puis ceux qui sont en couple, bien, ça donne un petit break à maman le samedi matin que le papa vient s'amuser avec ses enfants. Puis ça fonctionne assez bien en ce moment. On a une promotion Facebook, puis on a beaucoup de mamans qui taguent les papas. Fait que là, on attend juste des appels de ces papas-là, mais c'est vraiment chouette. On voit que ça fait des petits, puis que les gens semblent intéressés par notre projet. Donc, c'est quoi à peu près, si on pouvait décrire les ateliers, vous disiez chatouille, combat et des choses comme ça? Puis, tu sais, c'est ça. Tu sais, décrire les ateliers, c'est que c'est 10 ateliers qui modulent en lien avec la confiance du groupe. Donc, c'est sûr et certain que les 2 premières rencontres, on ouvre le groupe, mais plus que ça va aller, plus que, tu sais, on veut avoir un groupe fermé, donc on veut avoir un sentiment d'appartenance. Les pères qui ont vécu cette expérience-là ailleurs, encore une fois, ils ont développé même tellement un bon sentiment d'appartenance qui se voit après les ateliers. Donc, puis les ateliers sont montés dans le fond, tu sais, oui, on a les chatouilles, mais tu sais, on veut évaluer, on veut que le père vive plein de choses avec son enfant puis qu'il voit comment qu'il peut réussir à améliorer son lien avec son enfant pour avoir un meilleur développement dans le fond. Puis, tu sais, on a des activités là, d'escalade, tu sais, c'est un grand mot l'escalade, mais quand même, il y a des poutres. Tu sais, on veut, le père, souvent, son rôle, c'est d'agir dans les situations un petit peu plus risquées. C'est lui qui va enlever les petits trous quand les bicycles, pas les bicycles, mais les vélos, quand on les voit aller. Fait que, tu sais, on voit que le papa, il aime jouer un petit peu plus avec
situations risquées. Puis le programme est conçu pour ça. OK. Donc, puis tu sais, il y a même un atelier qui s'appelle Popote avec papa. Donc, souvent, les pères peuvent apprendre de ça et peut-être reproduire certaines affaires à la Oui. maison. Donc, c'est vraiment quelque chose de génial pour eux, là. Est-ce qu'il y a des animateurs pour les ateliers ou des moniteurs? Et c'est qui environ? Est-ce que c'est vous? Est-ce Oui, que bien, c'est- et dans les faits, moi, je vais être un papa participant, Oui. mais tu sais, je vais agir aussi en tant qu'observateur, mais aussi en tant que animateur avec eux. J'ai mes 2 intervenants qui sont M. David Rollin et Mme Cindy Paquin qui vont OK. être là à titre d'animateur. Je tiens à préciser, on est des intervenants, mais le programme est conçu pour de l'animation. Les pères viennent chez nous, c'est pas pour se faire intervenir, se faire juger, c'est du tout pas ça. On n'est pas là pour juger de leurs compétences, on est là pour améliorer le lien qu'ils ont avec leurs enfants. Donc, même quelqu'un qui a déjà un bon lien pourrait améliorer davantage son lien avec son enfant. Fait que mes intervenants sont beaucoup plus à titre d'animateur pour que l'activité se déroule bien. Puis moi, je voulais le vivre parce que j'étais curieux, puis je voulais Oui. voir comment ça se passait. Fait que c'est un peu dans cette optique-là que je suis inscrit. Ça s'adresse à beaucoup de gens parce que vous disiez qu'un papa a plusieurs enfants peut amener ses enfants, mais un enfant qui a un papa puis un beau papa ou un grand-père, est-ce qu'il y a moyen de C'est sûr s'ajuster? et certain que quand on voit si on voit le grand-père, on tient à ce que ce soit quelqu'un qui est quotidiennement dans la vie de l'enfant parce qu'on veut améliorer le lien Oui. avec cet enfant-là. OK. Donc, ça pourrait être un beau-père que je ne sais pas, le père ne serait pas présent, puis lui, il voudrait améliorer son lien, ça serait tout à fait correct et pertinent. Donc, on ouvre ça, là, tout dépend un peu de la situation de l'enfant. Oui. Mais c'est vraiment centré sur l'enfant, l'activité et ce que l'enfant vienne s'amuser, puis que le père aussi, puis c'est du gros fun, là, dans le fond. Ma prochaine question était un peu quel est l'objectif de ces ateliers, mais je pense que vous y avez répondu Ouais, une c'est couple ça. de fois. Là. Ouais, c'est vraiment ça. pour améliorer puis pour permettre de créer l'occasion d'être ensemble. Oui, c'est Beaucoup, ça. beaucoup, là. Puis c'est beaucoup, tu sais, passer un moment privilégié avec son enfant, Oui. c'est pas merveilleux. Tu sais, je me dis un samedi après-midi, un samedi matin, de 10h à midi, souvent, au lieu qu'on soit devant le téléviseur ou peu importe, vrai. on vient s'amuser. Puis non, c'est vraiment ça. Puis on commence la première cohorte, mais on veut en faire une à toutes les années. Donc, ça va tout le temps être de janvier à juin. On termine ça en juin. Pourquoi? Parce qu'il y a la semaine de la paternité en juin, où c'est qu'on organise notre super fête, qui est super SU-PERE fête. À Saint-Eugène-de-Guigue, on fait ça depuis 4 ans. OK. Puis, c'était une grosse fête familiale. Dans le fond, aussi qu'on axe un petit peu plus les activités avec le père. On a une course de boîte à savon. Aussi que qui c'est qui va construire souvent la boîte à savon? On voit le papa en arrière de ça. C'est le papa qui construit la lampe de lancement. On a un gros groupe de bénévoles avec nous, puis c'est tous des papas. Fait qu'on voit que ça pogne beaucoup. Donc, on veut clore notre activité avec la super fête. Puis que ces pères-là puissent venir participer, bien entendu. Si on parle maintenant de détails un peu plus techniques, les inscriptions, est-ce qu'il y a une limite? Est-ce que vous prenez... C'est ça. En ce moment, l'activité se déroule le 3 février. Si un père, par hasard, n'aurait pas vu nos publicités Facebook ou qui n'a pas accès à ça, peut venir nous rejoindre, là, dans le fond, au groupe Image au 819-622-2666. Il peut aussi nous prendre contact via Messenger. Vous aimez la page groupe Image et puis on peut réussir à vous répondre à vos questions. On a déjà certaines personnes qui nous ont demandé des questions. Et puis, écoute, je ne mets pas de date limite, mais ça reste que le groupe, mais je ne mets pas de date limite le 3 février, c'est sûr et certain que ça va démarrer. Mais tu sais, si j'aurais un père qui m'appellerait le 2 février, qui serait intéressé, je le prendrais. Mais tu sais, les groupes, c'est de 8 à 12. OK. Donc, en ce moment, je ne vous cacherai pas, on a quand même déjà 6 pères. OK. Mais écoute, il reste quand même de la place, puis on est prêt à en prendre. Puis on veut faire vivre cette expérience-là le plus de monde possible, bien entendu. Est-ce que c'est gratuit? C'est gratuit, tout à fait gratuit. Nous, en plus, il y a certains pères qui m'ont posé la question, certains pères qui sont peut-être un peu plus loin. Exemple, je pense à Rimini, puis qui n'ont peut-être pas assez les sous pour payer. Nous, on paye le transport. OK. Donc, on peut défrayer le kilométrage au papa. On vous fournit une collation aux enfants. Donc, les enfants qui arrivent là-bas, ils ont une collation. Ce qu'on dit aussi techniquement, c'est que c'est un gymnase, fait que d'amener, pas jouer avec des bottes, mais jouer avec des souliers, mais des souliers. Mais toutes les informations, si vous voulez les avoir, comme je vous dis, suivez-nous sur Facebook. Là, on va pouvoir vous tenir au courant. C'est assez complet. Ouais. Le groupe Image est assez présent, fait beaucoup d'ateliers, beaucoup d'activités. Est-ce que, donc on change de sujet là-dessus, est-ce qu'il y en a un autre qui s'en vient, un autre projet ou quelque chose? Il y a d'autres projets qui s'en viennent.
On est chanceux, justement, tout à l'heure, je te disais que le gouvernement était à l'écoute. Il y a eu un plan d'action en santé et bien-être des hommes qui a descendu dernièrement, là, c'est tout chaud, novembre, et puis qui nous permettent de rêver. Donc, qui nous permet de rêver parce qu'on avait peu de financement au début, mais là, ça me permet de rêver à dire bien, où c'est qu'on peut aller. Est-ce qu'on peut penser à du développement de services, justement, à Témiscamingue-Sud? En ce moment, on est rendu j'ai engagé une intervenante dernièrement, on est rendu avec un service bilingue. On veut couvrir aussi toute la région de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est notre objectif parce qu'on est la seule ressource du genre. Il n'y en a pas d'autres en Abitibi. Et puis, on est 16 au Québec, là, on n'est pas beaucoup. Donc, oui, et puis des activités là, qui s'en viennent proprement dit aussi. Il y a notre fameuse Super Fête là, qui s'en vient en juin prochain. On est beaucoup en formation en ce moment pour réussir à perfectionner notre expertise parce que au niveau du groupe image, la maison que j'aime prend plus de place. Quand on voit les pères qui viennent fréquenter nos services, c'est des pères souvent en processus de séparation. Oui. C'est compliqué. On a le centre jeunesse souvent. Faut qu'on se présente à la cour. On n'est pas en forme. Je vous dis à ces papas-là, n'hésitez pas à nous appeler. On a une intervenante que j'ai engagée avec une très bonne expertise qui est capable de réussir à vous aider à voir clair dans tout ça. Puis j'ai un intervenant aussi super qui est capable de vous accompagner dans plein d'affaires. On est des généralistes, mais si vous êtes un homme, vous vivez une difficulté, peu importe la difficulté, tu sais, je parle de demande de chômage, remplir des papiers, on ne sait pas trop où se garrocher, appelez-nous, on peut juste vous aider à faire un petit débriefing de ça. Donc oui, c'est ça, le groupe image, on est en expansion, c'est ce qui est chouette, on voit que ça avance. Fait que pour vous rejoindre, le numéro de téléphone que vous avez nommé, le site officiel, la page Facebook. Je sais qu'il y a aussi, corrige-moi si je me trompe, des capsules à CKVM. Écoute, je n'ai donné des capsules. Oui. J'ai donné quelques capsules, mais en ce moment, c'est Génération qui Génération est un regroupement local de partenaires. Je pense que vous avez été couvrir une nouvelle récemment. Et c'est eux qui m'ont permis de réussir à offrir une capsule, mais oui, j'aimerais ça, c'est quelque chose qu'on veut reproduire. Je l'avais fait dans le passé, mais en ce moment, il n'y a pas de capsule proprement dit là, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, mais c'est quelque chose que j'ai en tête quand même. Ça s'expand. Ça s'expand assez bien. Oui, c'est bon. Bien, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui me rencontrer. Parfait. Bonne continuité puis bonne chance pour la suite. Merci. Les Pirates de Ville-Marie ont mené 2 victoires cette semaine contre South Muskoka et les Titans de Témiscamingue. Leur première victoire s'est déroulée jeudi dernier contre South Muskoka, une victoire de 11-5. C'était aussi l'occasion pour les partisans de participer à la collecte de fonds pour les sinistrés de l'incendie de Rouyn-Noranda. Un match très enlevant. Voici le reportage de cette journée avec cette fois-ci des partisans comme commentateurs de l'événement. Ce reportage vous est présenté par Desjardins, fier de contribuer à la fougue du hockey au Témiscamingue. Les Pirates poursuivent donc leur excellente séquence offensive, inscrivant 11 buts ce soir pour une victoire convaincante de 11-5 face au Shield de South Muskoka. Monsieur Mercier, depuis 2 matchs, les Pirates, là, on sent que vous êtes offensivement, là, ça a vraiment débloqué. Des gros pointages. Qu'est-ce qui explique ça à votre avis? C'est sûr qu'on a un petit peu plus de pratique qu'on avait aussi. On fait beaucoup de morning skate avant un match, quoi que ce soit. Fait qu'on finalise beaucoup de choses pour les finaliser, qu'est-ce qu'on voulait avoir en frais de système de jeu. Fait que c'est ça, je pense, qui fait la différence. Puis la chimie entre les gars, elle commence à être là. Puis ils croient qu'est-ce qu'ils veulent faire. Nous autres, on vise, on parle tout le temps positivement dans le sens qu'on s'en va dans le top. Puis c'est là qu'on vise, puis c'est là qu'on va aller. Puis toute la gang veut aller là. Plusieurs joueurs différents s'inscrivent à la feuille de pointage, ce qui aide les Pirates offensivement. Des joueurs comme Bloom, Belle-Rose, Caron et Burellier aident les Pirates à l'emporter. Vous avez remanié puis le trio, puis ça semble bien fonctionner. Les 4 trios semblent vous contribuer à l'offensive. C'est vraiment, il n'y a pas un seul joueur qui se distingue. Il y a vraiment à chaque match, des joueurs différents qui signalent, ça paraît. Ça, on appelle ça de la profondeur. Ça, c'est la chance qu'on a cette année pour la première année ou quoi que ce soit. On peut mélanger les trios, puis la chimie s'installe assez rapidement. Fait que ça, c'est bon augure. Si on compare avec les autres clubs, ils ont 1 trio, 2 trios qui sont offensifs, tandis que nous autres, bien, on peut en avoir 4. Là. Fait que ça, c'est un plus pour nous autres. Ça, c'est certain. La profondeur est excellente. Finale 11-5 en faveur des Pirates. Nous avons profité du match de ce soir pour rencontrer plusieurs partisans des Pirates afin de connaître leur appréciation sur l'ambiance qui règne à l'Aréna Frère Arthur Bergeron lors des matchs des Pirates. Voici ce que ça donne. Donc Antoine, c'est ton premier match des Pirates. Comment tu trouves ça jusqu'à maintenant? Comment tu aimes ton premier match des Pirates? Ben c'est cool d'assister en direct à un match de hockey. Fait que, vu que c'est mon premier match, ben je sais comment que ça se déroule toute la partie. Puis c'est cool aussi que ce soit le match. L'équipe que j'ai vue à date, ils sont en train de battre les autres.
Ben moi, écoute, je suis un fan depuis que la saison a commencé. On a des billets de saison. Fait qu'on n'a pas manqué beaucoup de matchs. Écoute, le spectacle est bon sur la glace. Fait que c'est certain qu'on vient voir ça pour faire sûr que tout va bien. Bien, en fait, c'est un bon spectacle. Moi, j'ai été bien étonné depuis le début de la saison. C'est un spectacle qui est extraordinaire, puis je m'attendais vraiment pas à ça. Donc, c'est un plaisir. On se rassemble, tout le monde ici, on a du plaisir, puis il y a vraiment un bon spectacle sur la glace. Moi, je suis une fan de hockey, fait que j'aime ça. En plus, les Pirates, ils gagnent, fait que c'est super encourageant. Bien, depuis le début de la saison, c'est la qualité. La qualité de l'effort. Les gars, ils travaillent fort, ils veulent donner un bon show, puis l'ambiance dans l'aréna, d'habitude, est bonne. Le monde sont en arrière de l'équipe, c'est le fun. L'aréna ici, c'est vraiment incroyable. Les gens, ils ont l'air d'être vraiment en arrière de l'équipe. Puis ça, c'est vraiment quelque chose. Il y a quelque chose de communautaire avec là-dedans, là, que je trouve vraiment extraordinaire. Ça, c'est le fun. Mais le spectacle sur la glace, c'est ça qui m'impressionne vraiment le plus. Je pensais pas que c'était pour être aussi rapide, aussi robuste, aussi spectaculaire, en fait. C'est vraiment ça. Ben oui. J'aime l'ambiance, j'aime boire de la bière et voir des gens. Est-ce qu'on a déjà un joueur préféré chez les Pirates? Bien, écoute, moi, je suis un gardien de but, donc moi, j'ai toujours... Moi, c'est peu importe c'est qui est dans les buts, c'est lui mon joueur préféré. Je pense que c'est tout le temps ça. Dur à dire, mais je te dirais Plum, c'est certain, garde, c'est un bon joueur, c'est un bon repêchage qu'on est allé chercher. Puis écoute, il fait le job. Pas préféré, mais celui que je me suis rappelé que j'ai vu à l'école, où il y avait 4 joueurs qui sont venus à mon école. Puis celui que je me rappelle, c'est le numéro 6 des Pirates. Hugo Bloom, c'est un bon choix. Il y a beaucoup d'ambiance à l'aréna. J'aimerais que tu nous décrives un peu comment tu vis l'atmosphère au match des Pirates jusqu'à maintenant. Bien, je te dirais qu'il y a un mot pour décrire ça, c'est l'enfer. Parce qu'il y a du monde, ça bouge, ça crie, c'est enthousiaste. Qu'on gagne, qu'on perde, mais quand on perd, c'est toujours serré, puis on gagne la majorité du temps. Il y a de l'ambiance, c'est le fun. Les gens se déplacent. C'est un social pour les gens, puis il y a toujours beaucoup de monde. Je te dirais, c'est comme les Pirates, c'est une grosse famille. Je l'ai toujours dit, c'est une grosse famille. Donc, c'est papa, maman, le frère, la sœur dans les estrades. Donc, ils sont émotifs, ils embarquent, puis ils aiment ça. C'est une sortie sociale où tout le monde s'amuse. C'est excellent, c'est agréable. C'est toujours, comme que je dis, les boys dans la chambre, là, les fans sont ici pour vous autres, là, donner un show, puis tout ça. Fait que donner un bon spectacle, puis ils vont revenir. Puis je lui lève mon chapeau, quelqu'un embarque dans cette gamique-là, c'est super le fun. Je te dirais, au début, on était contents. Il y avait 400, 500 personnes. Là, je te dirais, c'est plus 500, 600. On a une petite aréna, mais qui a de l'atmosphère. Donc, les gens sont collés. Aussitôt que ça commence à crier, à bouger, à être serré un peu sur la glace, à brasser, n'importe quoi, tout le monde lève, puis c'est l'enfer, comme je l'ai dit. Les Pirates continuent leur lancée grandiose samedi avec une victoire de 5-1 contre les Titans de Témiscamingue, leurs éternels rivaux de la guerre de la 101. C'était aussi l'occasion de terminer la collecte de fonds pour les sinistrés. Le don du 50-50 et collecte de fonds leur a été donné, ainsi que le tirage des fameux boxeurs léopards de Vincent Dickner. Un travail de solidarité et de compassion de la part de la région envers des vedettes régionales. Le public s'était réuni et les estrades étaient remplies de partisans en folie pour ce match. De plus, le comité nous a annoncé que les Pirates viennent de faire l'acquisition du capitaine des Prédateurs de Toronto, Michael Givens. C'est un attaquant droitier d'expérience qui possède une bonne vision du jeu et qui est capable de jouer dans leur système. L'équipe conclut que ce nouveau joueur va apporter de la profondeur et du leadership à tous. Il lui souhaite la bienvenue. Voici le reportage du match de samedi avec notre collaborateur Francis Prudhomme. Les Pirates ont une fois de plus le meilleur sur le rivaux de la 101. Victoire de 5-1 devant plus de 700 spectateurs. En première période, la rivalité entre les deux équipes est palpable. Alors que les coups d'épaule sont nombreux. Le gardien Jean-Mathieu Ouellette est solide, effectuant plusieurs gros arrêts en désavantage numérique. La foule s'élève d'un trait lors du premier but du match, à 2 minutes 54, à 4 contre 4. Un but d'Hugo Bloom, assisté de Nicolas Belrose et Antoine Xener. C'est 1-0 Pirates après 20 minutes. En deuxième période, les Pirates frappent tôt. En début de période, après à peine quelques secondes, alors qu'Hugo Bloom double l'avance des siens
Il est assisté de Lemieux et Belle-Rose. De ton côté, ce soir, encore une belle soirée de travail, 2 buts, encore une fois. Qu'est-ce qui explique ton succès, selon toi, depuis le début de la saison avec les Pirates? Là, je pense que je suis vraiment bien aidé sur ma ligne, surtout avec Belle-Rose. Depuis le début de saison, on joue ensemble à 2. On fait vraiment une belle paire. Des fois, c'est Lemieux, des fois, c'est La Chapelle. Quand ils sont avec nous, ils nous aident beaucoup. Puis là, encore ce soir, mon premier but, c'est une belle passe de Belle-Rose. J'ai le but ouvert, j'ai juste à la mettre au fond. Puis mon deuxième but, je déborde. Je mets à la cage, je pensais pas que ça allait marquer, mais écoute, je mets à la cage, puis ça rentre, puis tant mieux. L'intensité est au rendez-vous. Les 2 équipes se battent pour chaque pouce de glace. Hugo Bloom passe près de compléter son tour du chapeau. Il est toutefois volé par le gardien adverse. Les Pirates menacent à plusieurs occasions lors d'un avantage numérique de 5 minutes. Mais nous pourrons capitaliser. Les Titans réduisent l'écart à 2 minutes 24 de la deuxième période. Les Pirates multiplient les chances de marquer en fin de période. Après 40 minutes de jeu, c'est Pirates 2, Témiscamingue 1. En troisième période, les Pirates reprennent une avance de 2 buts. C'est Justin Lemieux qui fait bouger les cordages, assisté de Nicolas Belle-Rose et Michael Lachapelle. Puis, Alex Peters inscrit un superbe filet en avantage numérique, assisté de Burelli et Xener. Les Pirates doivent se défendre à 3 contre 5, ce qu'ils réussissent avec brio. Jean-Mathieu Ouellet effectue un arrêt miraculeux pour préserver l'avance des siens. Oh! Faites un petit mot aussi sur votre gardien de but, Jean-Mathieu, ce soir, qui effectue des gros arrêts. Vous avez regardé dans le match là, à plusieurs reprises. Oui, c'est sûr, depuis le début de saison, c'est un élément clé de notre équipe. Je pense que, on l'a vu encore ce soir, Jean-Mathieu était encore énorme. Il nous a gardé dedans. Puis regarde, une victoire au bout. Puis Alex Montreuil concrétise la victoire des siens en marquant dans un filet désert. 5-1 Pirates, marque finale. Hugo, encore une fois, plus de 700 personnes étaient là pour vous encourager ce soir contre Témiscamingue. Encore une fois, vous avez réussi à les vaincre. C'est quoi un peu le succès, la clé du succès contre Témiscamingue? Je pense que nous, la guerre de la sang, on la prend vraiment à cœur, contrairement à eux, je pense. Nous, avant le match, nous, comme on dit, on vient à la guerre. Puis on est prêt, Alain nous prépare mentalement, physiquement. Puis une fois qu'on rentre sur la glace, c'est la guerre. On oublie tout le monde dans sa bulle. Et puis on travaille à fond. Et on voit une victoire, 2 victoires, 3 victoires. On enchaîne les victoires contre les Titans, donc ça fait vraiment plaisir. Mais bon, on a peut-être remporté la guerre de la sang, mais c'est pas fini. Si on peut encore les battre jusqu'au bout, on les battra jusqu'au bout. C'était Francis Prudhomme pour TV Témis. Desjardins est fier de vous avoir présenté ce reportage des Pirates de Ville-Marie. Desjardins, là pour contribuer au mieux-être des individus et des collectivités. C'est ce qui complète Info Témis. Au nom de l'équipe complète de TV Témis, je vous souhaite une excellente semaine. Merci beaucoup. Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs.
Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.